Je vais vous présenter comment déployer un système de vote en serverless dans ce talk. Mais avant de démarrer, je vais commencer par me présenter rapidement. Donc, je m'appelle Clément Marciassi et je suis tech lead et développeur à Theodo. Et je me suis spécialisé depuis à peu près 1 an dans la technologie serverless. Donc, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Et je vais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire de Marques Brownlee. Donc, je ne sais pas s'il y en a certains qui le connaissent. C'est lui sur la photo et c'est un célèbre influenceur tech et youtubeur américain qui est suivi par des millions de personnes. Et tous les ans, il fait un comparatif des meilleurs appareils photo de smartphone. Et pour ce faire, il déploie un site sur lequel il met à disposition de l'utilisateur la même photo prise par 2 appareils photo différents. Et pour chacune des photos, il demande de voter pour la meilleure photo. Et du coup, pour mettre en place ce système de vote, il utilise le système de vote Elo. Donc le système de vote Elo, c'est un système qui est utilisé notamment aux échecs et dans pas mal de sports, comme le tennis par exemple. Et en fait, pour chaque partie, la probabilité de victoire d'un joueur, donc là en l'occurrence ça sera d'un appareil photo, elle va dépendre de la différence de classement entre les 2 joueurs. Et donc à la fin de chaque partie, le gagnant il gagne un certain nombre de points, du coup qui est déterminé avec des formules de probabilité, qui est déterminé par la différence de classement. Et le perdant, du coup, il perd ce même nombre de points. Petit aparté sur comment est-ce qu'il fait pour mettre en place ce système de vote. Pour revenir à notre Marques, alors lui, il est très connu, il a déployé son site et en fait, il a eu beaucoup de succès. Donc là, c'est quelques petits chiffres qu'il donne à la fin de sa vidéo récapitulative. Il dit qu'il a eu 21 millions de votes en 3 jours, plus de 600 000 utilisateurs et des pics à 35 000 votes par minute. Du coup, forcément, il se retrouve confronté à des difficultés. Et des difficultés qui sont plutôt financières, parce qu'en fait, à la fin de la vidéo, il dit qu'il a dû fermer son site parce que ça lui coûtait trop cher. Donc on ne sait pas exactement combien ça lui a coûté. En revanche, je me suis demandé du coup comment est-ce qu'il avait fait pour déployer un site en 2023 qui lui coûte aussi cher avec cette charge-là. Du coup, comme tout bon développeur qui se respecte, j'ai demandé à ChatGPT comment est-ce qu'on déploie le back-end d'un site web. Et donc ChatGPT, il répond il propose cette façon de déployer. Donc il dit, dans un premier temps, il faut choisir un hosting provider. Bon, ça c'est assez rassurant. Aujourd'hui, on ne déploie plus ces sites sur ses propres serveurs. Donc il cite les principaux, AWS, GCP, Azure, Heroku. Et ensuite, la deuxième étape, il dit qu'il faut provision le serveur. Donc en gros, c'est mettez votre code dessus, mettez du CPU, la RAM, ce que vous voulez, et faites tourner votre serveur. Du coup, c'est une solution qui effectivement fonctionne. Et donc c'est souvent ce que font les gens quand ils veulent déployer un site en production. Et l'archi, du coup, elle ressemble grosso modo à ça. Donc en gros, on a un front-end, je me penche pas trop dessus parce que lui, il parle vraiment de la partie data processing, on sait pas trop ce que ça veut dire, mais a priori plutôt la partie back-end base de données. Donc c'est très simplifié, mais donc là, ce que je voulais illustrer, c'est que quand on a une charge importante, donc là, par exemple, 600 000 utilisateurs, on peut avoir à la fois des problèmes de charge, donc il faut pas que notre site crache, et des problèmes de prix, donc c'est un peu lié parce que du coup, comme on sait qu'on va avoir beaucoup d'utilisateurs, il faut qu'on provienne des serveurs qui tiennent la charge, et donc les deux sont liés, et finalement, voilà, c'est deux choses auxquelles il faut faire attention. Du coup, je me suis dit qu'il y avait peut-être une autre façon de faire qui pourrait donner une telle charge et peut-être coûter un peu moins cher. Donc vous me voyez venir, c'est du coup le serverless. Donc c'est une autre façon que ce que propose ChatGPT pour déployer un site web. Et je me suis demandé, est-ce que si en déployant un système de scoring Elo en serverless, ça aurait effectivement coûté moins cher, et si ça aurait tenu la charge. Du coup, je mets juste un peu en perspective cette partie-là. Notamment, il y a un article de Prime Video qui est sorti il n'y a pas longtemps, je ne sais pas s'il y en a certains qui ont entendu parler, qui a fait pas mal de bruit, où ils ont annoncé justement être passés de microservices, donc utiliser pas mal de technologies serverless, à un monolithe bien classique, et qu'ils ont réduit leur coût de 90% comme ça. Juste pour dire que c'est pas non plus la solution magique, toujours moins cher, ça dépend des use cases. J'ai quand même voulu tenter avec ce use case de scoring Elo, voir si ça coûtait effectivement moins cher. Et je me suis demandé en fait pourquoi est-ce que ChatGPT n'avait pas proposé directement cette solution. Alors une des raisons qui pourrait expliquer ça, c'est que en fait, dans la tête du développeur, en général, il y a vraiment l'infra et le code qui sont vraiment séparés. Et tout ce qui est infrastructure, ça fait un petit peu peur. Notamment, il y a plein de services sur AWS qu'il faut connaître quand on fait du serverless. Il y a de la configuration Terraform pour provisionner tout ça qu'on n'a pas forcément envie d'écrire. Le développeur, il veut écrire du code, que ça soit fonctionnel, et après, c'est les DevOps qui se débrouillent pour que ça scale et que ça soit pas cher. En fait, aujourd'hui, du coup, avec le serverless et avec des outils
comme le CDK, c'est plus forcément nécessaire. Donc le CDK, c'est du coup de l'infra as code, donc il n'y a plus besoin de connaître Terraform, il faut quand même un peu connaître les différents services AWS, mais avec le langage de programmation que le développeur connaît, il peut déployer l'infrastructure as code, comme on voit ici. Donc là, juste avec ces lignes de TypeScript, j'ai déployé du coup une base de données, une lambda, une API Gateway, qui est du coup ready to prod, qui scale et qui est en pay per use. Donc voilà, c'est en gros, c'est un des gros avantages du CDK. Il y a d'autres outils comme Pulumi par exemple qui existent. CDK c'est vraiment pour AWS, Pulumi c'est pour les différents clouds. En tout cas, le développeur aujourd'hui avec ce type d'outil en serverless, il peut écrire de l'infra as code et faire de l'infra et du coup plus laisser ça au DevOps. Du coup, l'infra elle ressemble plutôt à ça maintenant. Donc là, il n'y a pas beaucoup de services, ça s'est simplifié encore une fois. Les deux points que j'avais soulevés juste avant, c'était du coup la charge et le prix auquel il fallait faire attention. L'avantage de cette archi, donc c'est toujours sur un cloud provider. En revanche, il n'y a plus besoin de se soucier de la charge parce que du coup, c'est la principe du serverless, c'est AWS qui se gère de tout ça, qui fait le scaling. Donc a priori, la charge c'est OK. Et le prix, a priori c'est moins cher, mais est-ce que c'est vraiment moins cher ? Du coup, j'ai fait un petit test, donc j'ai déployé l'infra que vous venez de voir avec quelques petits services AWS, c'est simplifié, mais en gros un système de scoring Hello en serverless que je déployais avec CDK. Et j'ai fait un test de montée en charge, donc j'ai utilisé Artillery. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une solution qui est open source qui permet de faire des tests de montée en charge. Donc vous lui donnez un scénario, un endpoint, et il bourrine le endpoint pour faire les tests de montée en charge. Je lui ai donné un rate de 50 à 600 requests par seconde. 600 parce que du coup, fois 60, ça fait 36 000, c'est à peu près la charge qu'a eu du coup Marques Brownlee quand lui il a effectivement mis son site en production. Et du coup, au total, il y a eu 80 000 requests. Et du coup, les résultats, c'est que pour ces 80 000 requests, ça m'a coûté 30 centimes de dollars pour tous les services AWS. Du coup, c'est du pay per use, donc avec une règle de 3, on peut tout à fait déterminer que pour les 21 millions de votes qu'il a eu, du coup, a priori de requests qu'il a eu pour updater les scores, etc., ça lui aurait coûté 80 $. Et aussi, donc la charge a bien tenu. J'ai pas eu de problème au niveau de la charge, tout s'est bien passé, j'ai juste payé 30 centimes. Du coup, je me rends compte qu'en fait, le serverless, c'est assez adapté à ce use case, qui est finalement un use case assez classique. C'est pas le use case qu'il y a eu à ma Prime Video avec les trucs un peu bizarres qu'il faisait. Et j'espère que, en tout cas, Marques, l'année prochaine, je lui recommande du coup de déployer son site, puisqu'il le fait tous les ans, chaque début d'année, en serverless. Et du coup, a priori, il aura plus cette phrase qu'il y a à la fin de sa vidéo, il pourra se permettre de maintenir son site un peu plus longtemps que quelques jours, quelques semaines, je sais plus. Merci beaucoup, c'est la fin du talk. Est-ce que vous avez des questions ? Comment est-ce que tu décrirais ce cas d'utilisation ? Enfin, j'ai compris fonctionnellement à quoi ça servait. Est-ce que tu as une manière de le décrire pour généraliser, ou je sais pas, ou pas ? Je pense que dans beaucoup de cas assez simples, où on a un peu de compute, on a une base de données, on a des choses assez classiques, ça peut valoir le coup. Après, je ne suis pas rentré dans le détail de ce qu'a fait Amazon Prime, pour lequel c'était pas pertinent. Mais je pense que dans vraiment beaucoup de use cases, c'est pertinent. Je ne saurais pas dire exactement là, attention, il y a un smell, mais en regardant ce que l'a fait Prime Video, il y avait beaucoup de smell en l'occurrence, je l'avais plus en tête. J'ai une question et une remarque. Mais je vais commencer par ma remarque. Moi, globalement, je suis DevOps et du coup, sur ta remarque entre Terraform et CDK, je trouve que le CDK est beaucoup plus verbeux que du Terraform et au final, je ne suis pas forcément hyper d'accord avec ce que tu dis. Par contre, du coup, par rapport à ton use case, j'aimerais bien savoir du coup quel était le temps d'exécution de lambda. Parce que effectivement, le coût peut être moins important effectivement étant donné qu'on n'a pas beaucoup de VM. Par contre, on a aussi un paramètre qui n'est pas pris en compte aussi, c'est le temps d'exécution de la lambda, parce que plus elle est longue, plus derrière du coup le prix de la lambda va être important, et au final, le retour sur investissement peut ne pas être bon. Ouais. Alors du coup, pour la première remarque, effectivement, moi je connais pas trop le Terraform, c'est juste que quand on est développeur, je sais que ça peut faire un peu peur, on n'a pas envie de s'en occuper. Là où le TypeScript, quand on est développeur et qu'on sait faire, du coup c'est plus accessible. Et après, pour ta question sur les lambda et ton exécution, pour le coup, la lambda, ça m'a coûté, je crois, 0, parce que la lambda, elle faisait quasiment rien, à part faire une addition, des calculs de probabilité. Et en fait, effectivement, tu payes au temps d'exécution et aussi à la mémoire que tu fournis à ta lambda, donc sa configuration. En l'occurrence, j'ai mis la mémoire minimum, c'était largement suffisant. Et du coup, ça scale horizontalement, ça déploie plusieurs lambda, mais qui dure, je ne sais plus exactement quel était le temps d'exécution, mais ça m'a coûté, je crois que c'était vraiment 0, même pour 21 millions de requests.